Somma mana nyangu somma. Somma mana nyangu somma. Bonjour, c'est Dame Denise. Bonjour, c'est Insa Dengizijou. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis de 13h à 14h dans votre émission Mtsohozi Kato. Dans cette émission, nous vous amenons à la pêche aux éléments historiques de notre île et bien au-delà. Et soyez-en sûrs, personne ne reviendra bredouille. Mtsohozi Kato. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Maëtte la Première. Je suis Dame Denise et je suis ravie de vous retrouver ce samedi en compagnie de mon compère, l'historien Insa Dengizijou, pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission Mtsohozi Kato, l'émission consacrée à l'histoire, à la vie de tous les jours à Mayotte et puis à la tradition mahoraise. Comme vous le savez, depuis un moment, nous nous servons des plantes et des arbres de Mayotte, donc pour pouvoir retracer l'histoire de notre île. Voilà, aujourd'hui, nous vous invitons à la toute dernière émission. Nous partirons avec les espèces alimentaires de l'Asie du Sud-Est et puis en passant par le sous-continent indien jusqu'à Mayotte. À travers donc de nombreuses plantes, nous allons une nouvelle fois retracer l'histoire de notre île. N'est-ce pas, mon ami Insa Dengizijou? Bonjour. Bonjour Dame Denise, bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous suivent fidèlement et qui, de par les conversations dans les rues, nous disent que l'émission est d'utilité publique. En tout cas, comme toujours, moi j'invite les personnes qui nous suivent lorsqu'ils nous voient donc à échanger avec nous et pourquoi pas même à nous proposer des sujets, peut-être qu'il y a des sujets que eux ils ont envie d'en savoir un peu plus et qu'on pourrait ici dans cette émission aller chercher pour pouvoir donner des réponses. Oui, tout à fait. Nous, on a une programmation qui nous est propre, mais il n'empêche que si des auditeurs s'interrogent sur une question ou ont des éléments de connaissance qu'ils aimeraient avoir par rapport à une thématique, s'ils nous en parlent et qu'on est en mesure de leur apporter les réponses, bien évidemment, on le fera ici sans problème et avec grand plaisir. J'aimerais juste préciser, parce que ce qui revient un peu souvent quand on parle avec les gens, c'est qu'on ne traite pas de la période contemporaine. La période contemporaine, ça sera dans la programmation de la saison prochaine. Donc, laissons-nous le temps de bien préparer les choses et puis on arrivera bien évidemment aux périodes à l'histoire qui fâche ou en tout cas qui a du mal à être mise sur la place publique. Elle n'est pas évidente, cette période-là, à évoquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants et on sent quand même que quand on va en parler, on va heurter les uns les autres et ça ne va pas être très facile non plus. On prendra des gants, bien évidemment, mais on ne renoncera pas à la vérité qui sera de notre responsabilité de la dire à ce moment-là. On n'aura pas forcément les noms des personnes, mais on tâchera de dire les choses telles qu'elles sont passées. Bref. Merci beaucoup. Voilà. Allez, revenons à nos moutons pour ne pas dire à nos plantes. Il faut plutôt dire revenons à nos plantes donc plutôt qu'à nos moutons. On a vu déjà beaucoup de plantes. On a vu le café, on a vu les pastèques. Oui, les pastèques sont devenues d'ailleurs très célèbres et tout. Vous qui venez de Mtamboro. Et là, on va commencer par le riz. Qui, sur notre île, en fait, a disparu. Et même, ça devient un événement lorsqu'à un moment donné, en fait, on a une récolte de riz assez festive. Il y a même les caméras qui y vont. Il y a les gens des villages qui y vont et tout. Mais c'est quand même quelque chose qui a disparu. Alors, dites-nous en plus. Le riz, ça viendrait d'où d'abord ? Le riz, en tout cas, les recherches qui ont été menées situent l'origine du riz en Chine. C'est là où on observe une phase de domestication de la céréale à moins 4000 avant Jésus-Christ. Donc à partir de la Chine, la culture du riz va se répandre d'abord vers la Corée,
au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, ensuite au Japon, à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et puis à Taïwan. Et ensuite, on va avoir une diffusion beaucoup plus large les siècles suivants vers l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Pakistan, jusqu'aux régions méridionales du continent asiatique. La culture du riz ne va pas se cantonner à l'Asie. Elle va à un moment donné toucher d'autres régions, notamment la Mésopotamie, l'actuel Iran, vers les 318-317 avant Jésus-Christ. Ensuite, à partir du Moyen Âge, le riz va arriver dans l'océan Indien. Donc à partir du 1er, 2e siècle de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, il y a des cargaisons de riz qui sont acheminées depuis l'Inde vers Socotra, le Yémen et la Corne de l'Afrique, où des marchands égyptiens en font une activité commerciale. Donc à partir du XIIe siècle, la culture du riz est attestée en Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie, avant sa diffusion en Afrique orientale. Et justement, au niveau de cette diffusion, quel est le mode de diffusion? Ça se passe comment? Par exemple, on avait vu pour le baobab, que c'est parti à la mer et que finalement c'est arrivé jusqu'à nous, entre autres et tout. Mais là, je suppose que c'est le riz. Est-ce que c'est l'humain qui a transporté? Comment ça s'est passé? L'humain est le principal facteur de diffusion du riz. Après, il y a également les oiseaux qui sont identifiés comme étant aussi des facteurs de dispersion du riz. Parce qu'à un moment donné, ils en mangent après avoir déféqué et avoir piétiné les graines. Il arrive que le riz pousse. Mais le principal mode de diffusion du riz, ça reste le facteur humain. Et on observe durant plusieurs siècles, en tout cas dans notre zone, que le commerce entre l'Afrique et l'Arabie a été l'un des moteurs. Donc les marchands arabo-perses ont amené le riz dans la zone, mais il est vraisemblable, plus que vraisemblable même, que les Austronésiens qui ont fréquenté à la même époque l'océan Indien ont été aussi des personnes qui avaient transporté lors de leur périple des graines de riz et qui les ont laissées dans les territoires où ils ont pris racine, notamment à Madagascar. Et à partir de Madagascar, on va avoir une diffusion du riz beaucoup plus large dans l'archipel des Comores. Là, vous avez parlé donc des oiseaux, les animaux donc, qui ont transporté le riz. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu du riz sauvage et qu'il y a eu un autre riz qui a été un peu plus préparé, comme on voit aujourd'hui par l'humain? Oui, tout à fait. Il y a du riz qui pousse d'une manière sauvage, donc qui n'est jamais en réalité récolté, mais ce riz-là n'est pas en grande quantité. En revanche, pour la grande majorité et pour en faire une nourriture, il y avait besoin d'une organisation derrière et pour en faire une culture, préparer le terrain, préparer le drainage des champs, etc. Donc, il y a une organisation derrière. Pour en faire vraiment une nourriture pour une société, il faut que le travail soit organisé tel qu'il l'est maintenant, jusqu'à maintenant à Madagascar, et que chez nous, on a perdu un peu cette habitude. Justement, je ne suis pas très ancienne non plus, peut-être que vous l'êtes et pas moi, mais les techniques de culture du riz à Mayotte, ça se passait comment? Parce qu'on voit par exemple dans les pays asiatiques, on les voit souvent, ils plantent le riz dans de la boue, dans de la terre et tout, avec de l'eau, là où il y a de l'eau qui stagne. Mais dans mes souvenirs en tant qu'enfant, je ne me rappelais pas qu'on avait ce système-là. Ça se passait comment ici au niveau des techniques de la culture du riz? En réalité, il y a eu deux systèmes pour la culture du riz à Mayotte. Donc la première technique, c'est le riz dessart. Donc on parle dessartage. C'est la technique dominante et qui est encore très usitée de nos jours, en tout cas pour les personnes qui pratiquent encore la culture du riz dans leur champ. Donc cette technique consiste à défricher une zone boisée, souvent en pente ou d'accès difficile, puis à brûler la végétation pour fertiliser le sol. Et l'essartage est un système sur brûlis à longue jachère. Donc, c'est-à-dire ce sont des terres qu'on va défricher, puis brûler. Ensuite, on va planter du riz dessus. Donc, c'est un riz plutôt de culture montagnarde. Et puis, en termes de goût, les anciens trouvent qu'il est de meilleure qualité, en tout cas plus savoureux.
Et il y a eu, au 19e siècle en tout cas, c'est attesté dans certains écrits, la riziculture humide. C'est-à-dire, on inonde une parcelle, ensuite on plante du riz. Donc, la technique, elle a disparu à Mayotte aujourd'hui, mais au 19e siècle, il y avait des parcelles qui étaient inondées et cultivées. Donc, il y a eu les deux. Ce qui est resté et ce qui se pratique, c'est le riz de montagne, c'est-à-dire on brûle une parcelle et puis on plante. Mais la culture liée à l'humidité, elle a disparu. Alors, un petit moment que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est quand on se lance donc à découvrir les noms en Shimaoré ou même en Kibushi, puisque on sait quand on parle de l'océan Indien, qu'on parle de Mayotte et qu'on a les deux langues locales. Allez, je fais un grand coucou justement à tous les Kibushiphones de l'île qui disent tout le temps « Oui, vous ne parlez pas Kibushi pour nous ». Ben, si, dans cette émission, on essaie toujours de faire en sorte de donner aussi les noms en malgache, puisqu'il y a deux populations à Mayotte, les Kibushiphones et les Maoréphones. Alors le riz, ça donnerait quoi au niveau linguistique? On a plusieurs mots qui gravitent autour de la culture du riz et du riz lui-même. Donc pour désigner le riz, d'abord pour les Kibushiphones, ils disent vari. Donc vari, c'est la désignation de la plante, du paddy et le riz cuit. Donc on a plusieurs formes de riz pour désigner le riz en malgache. Donc le vari. Le mot vari de Madagascar est dérivé d'une langue austronésienne, bari, qui veut dire riz cuit. En Shimaoré, on a le mélé, qui est dérivé de ouélé, chandelle, désigne le riz en paille. Donc selon l'étape du riz, peut prendre on a plusieurs désignations. Donc quand on entend mélé, c'est pas le riz déjà préparé. C'est pas le tsohole, par exemple. Le tsohole, c'est le riz déjà préparé. Faut pas servir du mélé à son mari. Non, du tout. Il faut décortiquer le mélé. Ou à son père, pire encore. Parce que quand c'est ton père, il rentre et qu'il voit que tu lui as servi du mélé, voilà. Là, ça va vraiment pas. Donc, il faut comprendre qu'en Shimaoré, il y a plusieurs termes pour désigner le riz et chaque terme correspond à une étape du traitement du riz. Donc, il y a le mélé, qui est dérivé du terme ouélé, qui est un terme africain, qui désigne le riz en paille, qui n'est pas décortiqué. Quand le riz est décortiqué, on a le tsohole. Le tsohole qui va servir à préparer les repas et autres bouillies à partir du riz. Ensuite, vous avez le quinzi. Le quinzi, c'est la graine non décortiquée et généralement, le quinzi est impropre à la consommation. Donc, quand on vend le riz, là, on recherche à enlever les quinzi. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça. À la radio, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais quand il a vanné le riz, il a vraiment fait, en fait. Là, je vous le dis, il a vraiment fait. On l'a vu, tac, tac, tac. Moi, j'ai vu l'action. C'est bien, c'est important de le savoir. On voit l'expérience de ceux qui ont vanné le riz. Ensuite, il y a le matida et le wali pour certains. Donc, le matida, c'est le riz cuit. Il est consommable. Donc, on a plusieurs mots pour désigner le riz. Donc, la réalité de cette pluralité des terminologies signifie à la fois qu'on a un héritage africain concernant le riz et un héritage austronésien et malgache aussi. Donc, cela veut dire que les populations qui sont arrivées sur l'île à différentes époques ont ramené le riz à un moment donné avec différentes manières de le nommer, aussi de le consommer et de le décortiquer. Alors, vous avez bien précisé austronésien pour les malgaches, mais du coup, du côté de l'Afrique, c'est quoi? C'est bantou, c'est swahili? C'est bantou, c'est plutôt bantou. Les personnes qui sont arrivées à Mayotte sont réputées être de culture bantou, même si dans cet ensemble, il y avait quand même des sous-groupes ethniques qui sont également arrivés, mais la majorité était d'origine bantou. Vous avez bien précisé qu'il y a le mélé, il y a le quinzi, il y a le matsida, le wali et tout. Donc, vous avez bien précisé qu'il y a plusieurs étapes. Et du coup, à travers ces plusieurs étapes, moi, ça me ramène vraiment à loin, à cette époque où justement le riz, il était préparé carrément en communauté pour qu'on arrive jusqu'au tsohole qu'on connaît. Tout à fait. En fait, ce sont des organisations qu'on retrouve ailleurs. C'est que le riz, c'est un élément fédérateur et un élément qui demande de la cohésion de groupe. De la cohésion de groupe à la fois dans sa culture, dans sa récolte, mais aussi dans sa préparation pour devenir
une nourriture. Donc, cela demande, par exemple chez nous, l'organisation était autour du msada, c'est-à-dire en Bolivar. Il y a Bako qui chante ça, qui restitue ça très bien dans sa musique, qui en réalité, ce sont des chroniques historiques. Et je pense que peut-être vous allez faire un effort de trouver la chanson de Bako je vais chercher. pour la mettre. Et ça parle vraiment de la culture du riz comme un moment fondateur dans la communauté mahoraise à une certaine époque. Donc on a le msada, est une invitation à aider une famille, une personne. Comment ça se passait? La famille savait qu'à un certain moment, son riz allait arriver à maturité et prévenait le village. Ça se passait comment? Il y avait deux étapes. La première étape consistait à planter. Donc on plante en groupe, à l'aide. Avec les koa. Voilà. Non, le koa, ça c'était la récolte. Voilà, ça, c'est la récolte. Alors pour ceux qui ne savent pas, le koa, c'est la coquille de l'escargot. Ça, c'était au moment de la récolte. Au moment de la récolte. Donc on organise un msada pour planter le riz. Et puis on va organiser un msada pour récolter le riz. Donc ce sont avec des champs. Voilà. Ce sont des activités qui étaient assez énergivores. Il y avait besoin d'avoir beaucoup plus de bras et de pieds aussi, parce que je me rappelais qu'on posait aussi les pieds sur le mêlé pour le donc détacher. Donc ça, c'est l'étape pour les enfants, par exemple, pour séparer le mêlé riz de la paille. Ce sont les enfants plutôt qui étaient invités à faire cette activité-là. Donc c'était un amusement, mais en même temps utile pour que les graines soient récupérées. On se faisait avant, en fait. Nous, on pensait que c'était un jeu. Mais voilà. Non, mais c'est aussi ça. Lié au... l'enfant, on participait, en fait. On participait, mais dans la joie, la bonne humeur. Donc, chaque catégorie dans la population avait sa contribution au moment de la préparation du riz. Donc, il y a cette organisation du msada qui était absolument nécessaire, à la fois dans la phase de culture, mais aussi dans la phase de récolte et ensuite dans la phase de préparation du riz pour devenir le charoula, la nourriture. Là, c'est plutôt le monde des enfants. Donc, c'est-à-dire quand il s'agit de piler le riz, quand il s'agit de séparer le riz des pailles, des graines de la paille, etc. Là, on est plutôt dans le monde des jeunes enfants où ils sont amenés à participer à la préparation de leur nourriture. D'accord, merci beaucoup. Allez, maintenant je veux faire un petit quiz. Je vais tester pour voir si monsieur l'historien, si vous êtes bon en cuisine ou pas. On demandera la prochaine fois à votre femme aussi si on la croise. Comment est-ce que ça se prépare, le riz à Mayotte? Dites-nous tout. Il y a plusieurs plats à base du riz. La femme que je suis en train d'écouter. Alors, il y a plusieurs plats. D'abord, je vais rebondir parce qu'on sort de la période du Ramadan et dire un mot sur la place du riz au moment de l'Aïd. Nous, le riz, il est abondant, on le trouve dans les magasins, etc. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, le riz, il était cultivé, mais il n'était pas la nourriture de base des Mahorais. C'était une nourriture occasionnelle, une nourriture de fête, lors des mariages. Au moment des périodes de fête, je vais essayer de trouver une image pour rendre compte de cette réalité assez ancienne. On force la porte du Kanya. C'est bizarre parce qu'au moment... Des fois, je suis en connexion avec vous. Au moment où vous le dites, moi, je suis à Mtsangadoua, je vois le Kanya de ma grand-mère et je la vois ouvrir le Kanya pour exceptionnellement sortir justement ce fameux riz-là qui sent bon et tout, qu'on peut cuisiner. On a tous gardé cette odeur. Oh oui, tout à fait. C'est l'odeur... le parfum du riz anciennement cultivé à Mayotte, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, quand on parle de Kanya, pour ceux qui ne sont pas chimaoréphones, c'est le grenier. Le grenier. En chibouchi, on dit comment? Voilà. Je crois que j'ai loupé une épisode, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'on disait Kanya aussi. On va chercher en chibouchi. Voilà, les kibouchiphone. Le riha. Pas le riha. Ah, là, honnêtement, là, je sais pas. Moi, j'ai entendu Kanya, j'ai entendu ma grand-mère disait. Mais c'est Kanya, mais je suppose qu'il y a il y a un mot. Alors, si vous nous voyez, voilà, n'hésitez pas, les kibouchiphone, dites-nous. Donc, en fait, on force la porte du Kanya pour prélever du riz
qui est stocké pendant des années pour justement faire face à des événements exceptionnels, les mariages, les circoncisions, la naissance. Parce que la femme qui vient d'accoucher avait besoin de soins et les soins passaient aussi par la nourriture. Et le fameux sabeda, le houbou, en fait, c'est les femmes. Bon, aujourd'hui, on dit non, arrête de m'engraisser et tout, mais à l'époque, c'était très, très important. Oui, on donnait beaucoup ce houbou-là pour permettre à la femme de prendre de la chair et tout, et d'être une vraie maman. De pouvoir produire beaucoup de lait pour l'enfant. Dans la conception de la culture mahoraise, prendre soin de la femme qui vient d'accoucher, c'est lui permettre d'être en bonne santé, mais aussi de veiller à ce que sa production de lait soit suffisante pour son enfant. Il faut revenir quelques années en arrière pour voir que le lait qu'on a dans les magasins n'était pas disponible. Donc, il fallait que ce soit le lait maternel qui soit en quantité, en qualité pour nourrir les enfants. Donc, d'où le soin particulier à apporter et l'intégration du riz dans la préparation des repas de la femme qui vient d'accoucher, les Maoris des Imzali. Alors du coup, parce que le temps passe assez vite dans cette émission, une fois que vous avez forcé le cagnat, je reviens, quiz. Qu'est-ce que vous cuisinez avec ? Là, on a vu que vous avez fait le houbou pour les femmes qui viennent d'accoucher, mais vous faites aussi quoi avec ? Donc, il y a le soussoua, il y a le charoula, donc c'est la nourriture, le riz blanc préparé. Il y a le pangou. Le pangou, c'est... Le fameux pangou. Le fameux pangou. Donc, c'est les restes de riz qui sont restés accrochés au fond de la marmite, qu'on récupère, on rajoute de l'eau, on fait chauffer, et puis ce qui advient du riz, c'est une sorte de soupe de riz qui est très prisée, qui était en tout cas très prisée à une certaine époque, et ça rentrait dans la composition du petit déjeuner à une certaine époque. Donc on retrouve le pangou à la fois à Mayotte et aussi à Madagascar. Donc il y a le soussoua, donc on interrompt la cuisson du riz avant l'évaporation totale de l'eau. Il y a le sabeda, donc ça c'est une autre forme traditionnelle culinaire qui aussi implique la préparation du riz, mais qui n'est pas complètement cuit, qui est cuit, mais qui conserve encore de l'eau dans la marmite pour que ça soit beaucoup plus visqueux. Ah, voilà, quand vous le verrez, vous lui direz. Si vous lui donnez 20 sur 20 ou 10 sur 20, moi j'ai entendu, je ne donnerai pas mon avis. Mais c'était pas mal. Moi, vous voyez, c'est plus fort que moi. C'était pas mal. Allez, je vous invite à présent à partir un peu en musique. On se retrouve juste après, donc pour continuer cette émission. À tout de suite. Saddam Sade, Molignane. Saddam Sade, Molignane. Saddam Sade, Molignane. Saddam Sade, Molignane. Oh la ina dat marfan foi. Passacour manako. Rebonjour à tous qui êtes fidèles à cette émission Mtsohozi Katso. Dame Denise avec vous, avec l'incontournable Insa Ngizijou pour nous parler de l'histoire de Mayotte. Nous continuons aujourd'hui les espèces alimentaires de l'Asie du Sud-Est et qui sont arrivées jusqu'au sous-continent indien. Alors, nous avons vu en long, en large, donc le riz et nous continuons avec l'arbre à pain. Et c'est une émission, honnêtement, que j'attendais beaucoup parce que le mot l'arbre à pain, en chmoré se dit frappé. Je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'avant l'arrivée des colons, on n'avait pas un mot pour désigner l'arbre à pain ?
ou le fruit à pain, ou le frappé. Donc voilà, je vous tiens, vous allez nous donner la réponse. Mais tout d'abord, bien évidemment, on vous laisse nous expliquer d'où ça vient l'arbre à pain. L'arbre à pain est originaire de Polynésie et d'une vaste région en réalité qui va jusqu'à l'Indonésie en passant par la Nouvelle-Guinée. Donc c'est une expansion austronésienne qui va participer à la diffusion de l'arbre à pain sur ce vaste territoire. Donc les hommes, les Austronésiens, quand ils se déplacent à l'aide de leur pirogue d'une île à l'autre ou d'un espace à un autre, vont transporter bien évidemment des aliments, des nourritures, mais également des plantes et les plantes nourricières qui ont été disséminées au cours de ces différents voyages. Il y a l'arbre à pain. Ensuite, c'est un arbre qui va être découvert par les Européens au cours du XVIIIe siècle et ceux qui arrivent au moment des grandes découvertes, des grandes explorations, notamment de l'Asie et du Pacifique, découvrent que les populations locales consomment beaucoup du fruit de l'arbre à pain. Donc c'est un fruit globuleux qui peut peser de 1 à 6 kg pour les gros spécimens. Donc son cycle annuel, en réalité, on a l'impression qu'il n'y a pas de saison pour le fruit à pain. Parce qu'une région géographique peut avoir plusieurs cycles de production de l'arbre à pain. Donc ce qui fait dire à certains qu'il n'y a pas forcément de saison pour ce fruit-là. Et les Européens vont découvrir que la consommation de l'arbre à pain, en tout cas de sa disponibilité, de la facilité avec laquelle les habitants le préparent, pouvait aider à résoudre un certain nombre de problèmes, notamment le problème de la nourriture des personnes esclavisées déportées dans différentes régions du monde. Par conséquent, les Anglais vont exploiter l'idée d'une domestication, en tout cas d'une implantation de l'arbre à pain dans des espaces qu'ils avaient colonisés pour essayer de résoudre le problème de la nourriture des personnes esclavisées. Et ça sera tout l'objet de l'aventure du navire qu'on appelle le Bounty. Le Bounty, en réalité, c'est un navire anglais qui a été spécialement affrété à Tahiti pour aller prendre des plants de l'arbre à pain pour essayer de les transplanter en Jamaïque, dans le but de vraiment répondre aux besoins de nourriture des esclaves. Cette mission-là a été menée au cours du mois d'octobre 1788, où le navire est parti de Tahiti avec 1115 plants à son bord pour essayer de les transporter jusqu'en Jamaïque. Ce qui va poser un problème énorme au sein du navire, c'est que les commandants, les personnes qui ont été désignées comme responsables du navire, avaient pour objectif, en tout cas c'était la commande, de transporter les plantes. Donc ils vont oublier complètement les hommes qui étaient à bord, et l'eau qui était déjà insuffisante a servi à arroser les plantes au lieu d'épancher la soif des marins. Donc, ce qui a causé une révolte à bord du navire le 28 avril 1789. Et la mutinerie a abouti à la prise de contrôle de la cargaison, enfin du navire en tout cas, et la cargaison a été jetée. Et le navire est retourné à Tahiti pour débarquer les mutins. Donc, cet épisode illustre la dimension stratégique de l'arbre à pain dans la nourriture à la fois des sociétés dans lesquelles il a été prélevé, mais aussi dans la nourriture des sociétés où il va être implanté. Et pour ceux de Mayotte, l'introduction, j'espère que ça ne s'est pas fait aussi tragiquement non plus. Il y a une forme de tragédie dans l'introduction de l'arbre à pain à Mayotte. Donc pour resituer l'étymologie de l'arbre à pain, en shimaoré, on dit frappé. Donc le mot frappé est dérivé directement du français fruit à pain. D'où ma question. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas de frappé sur cette île ? Affirmatif. Avant, il n'y avait pas de fruits à pain ici. Parce que si on a l'utilisation, en fait, la déformation de la langue française est un indicateur dans le fait que l'introduction est arrivée
probablement avec les Français, dans le même but que les Anglais avaient eu pour la Jamaïque, c'est-à-dire pour nourrir les esclaves. Ouais, voilà. On avait à Mayotte un grand problème au cours du 19e siècle avec l'introduction d'un grand nombre de travailleurs engagés, en tout cas de personnes esclavisées. Il y avait une pénurie de riz. On n'arrivait pas tout le temps à leur procurer la nourriture qui était stipulée dans le contrat. Pourquoi? Parce que le riz était indisponible ou en quantité insuffisante. Donc l'arbre à pain a été introduit ici pour résoudre le problème de la nourriture des engagés. Donc l'arbre à pain, parce qu'un arbre peut donner plusieurs fruits et d'une manière constante tout au cours de l'année, qui a favorisé son introduction à Mayotte. Donc le fruit à pain, on dit frampé en chimaoré, et l'arbre, on dit frampé. Donc il faut comprendre que son introduction à Mayotte est liée justement à cette histoire tragique des personnes déracinées et esclavisées à Mayotte qui ont été la source, en tout cas la cause de l'introduction de l'arbre à pain ici. On l'avait vu aussi quand on a parlé des Seychelles, que le mot frappé, d'ailleurs chez eux, si je me souviens bien, c'était chéli chéli. À Zanzibar, le mot fruit à pain se dit chéli chéli. Chéli chéli parce que c'est à partir des Seychelles que l'arbre à pain a été introduit à Zanzibar. Donc, ça a gardé le nom d'origine du plan qui a été introduit à Zanzibar. Et là aussi, c'était pour la main-d'œuvre engagée au niveau des Seychelles aussi? Pour les Seychelles et pour Zanzibar aussi. Au 19e siècle, il y avait énormément d'esclaves sur l'île de Zanzibar. Donc, il fallait également résoudre le problème de la disponibilité de la nourriture. Donc, limite, à chaque fois mis à part bien évidemment l'origine, mais quand on va dans des pays où ça a été importé, on sait que malheureusement, là, il y a eu l'histoire tragique de l'esclavage. C'est un vecteur, en tout cas, c'est un élément qui interpelle et qui doit interpeller sur sa présence sur un territoire. Alors, on va s'attaquer au manguier assez rapidement parce que le temps file très, très, très vite. Le manguier est considéré comme étant originaire de la région indo-bengali correspondant à l'actuel Bangladesh, donc au nord-est de l'Inde. Donc sa domestication y est très ancienne. À partir de ce foyer, l'espèce va se diffuser vers l'Asie du Sud-Est, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, à partir du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Au cours du 9e siècle, la présence du manguier est attestée dans la péninsule arabique, notamment à Oman. On a là le témoignage du géographe voyageur Ibn Battuta qui rapporte qu'à Mogadiscio, c'est-à-dire sur la côte somalienne, les mangues étaient consommées mûres ou vertes. Donc, c'est-à-dire que la plante est attestée dès le 14e siècle de notre ère. Donc, ce témoignage confirme que la diffusion du manguier s'est faite à partir de la péninsule arabique, a franchi la mer Rouge pour gagner des régions comme celle de l'Abyssinie et de la Somalie. Les réseaux des marchands arabes et indiens ont également participé à la diffusion du manguier au sein de l'Afrique orientale dans les ports swahili. Donc à partir du XVIe siècle, les Portugais, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont rentrés dans l'océan Indien, vont ramener le manguier jusqu'en Amérique centrale et méridionale. Donc le manguier a poursuivi sa mondialisation à partir du moment où la colonisation européenne se fait beaucoup plus présente dans l'océan Indien. À Mayotte, on retrouve ce terme manga pour désigner la mangue. Et je me rappelle plusieurs fois dans cette émission, on a parlé de ce mot qui fait référence à tout ce qui vient de l'Asie du Sud, Malaisie, Indonésie, Philippines. Donc là, une nouvelle fois, du coup, on peut retracer cette histoire jusqu'à chez nous. Si on observe l'étymologie du mot manga, du shimaoré manga, on s'aperçoit qu'il est issu du tamoul mangai, qui veut dire mangue. Et les Portugais, qui sont les Européens à avoir pénétré l'océan Indien et avoir eu des colonies en Afrique et
en Asie ont repris le terme avec la même racine. Les Portugais disent manga, les Espagnols disent mango. Donc, c'est la même racine qui a servi à construire le nom du fruit, que ce soit dans la langue mahoraise ou dans la langue dans les dérivés latines européennes. Donc, il faut comprendre ça. Après, il y a une certaine nuance, même au sein de l'archipel, il y a certaines nuances. Les Wangazija, les Grands Comoriens, ils disent yembe pour désigner la mangue. Les Swahili disent aussi yembe. Donc, le yembe est dérivé du hindi amb ou amba ou ambe. Donc, à partir de ces racines indiennes, on va construire le mot Swahili et le mot, en tout cas, grand comorien pour désigner la mangue, qui est yembe. Donc, on a en réalité le fruit qui a conservé, en tout cas du point de vue de l'étymologie, sa racine indienne. Au niveau des variétés de mangue à Mayotte, qu'est-ce que ça donne? À Mayotte, il y a plusieurs variétés, bien évidemment, il y a plusieurs variétés. Il y a des bonnes et des pas bonnes, même si en plus là, il y en a de moins en moins, je trouve d'ailleurs. Oui, il y a encore de moins en moins parce qu'il y a eu Chido, mais il y a la variété populaire, c'est le manga papaya. Non, le manga nouni, c'est la base. Non, c'est la variété. J'ai pas dit que c'est. C'est la plus meilleure, récurrente. Non, la plus courante et la plus populaire, c'est la variété manga papaya. Généralement, sur cette mangue-là, on ne se sent pas propriétaire du manguier. Donc, on peut ramasser à peu près. Même mûr si ça, ou même pas mûr pour faire les tcharis et tout. On en trouve en abondance. En revanche, il y a des variétés beaucoup plus recherchées. Le mangarefa, ce n'est pas un manguier qui pousse dans la nature. Donc, il faut qu'il y ait une action humaine et un entretien derrière. Le manga D'ailleurs, nuni, ça se fait beaucoup manger par les bestioles et tout ça. Ouais. Le manga nuni, pareil. Si vous tombez sur un manga nuni, sachez que c'est pas. Ça mangue à quelqu'un. Si vous essayez d'y toucher. Donc généralement, c'est les variétés qu'on retrouve en vente. Donc quand vous retrouvez le manga papaya, vous pouvez vous servir. Enfin, je donne l'autorisation. Quand vous tombez sur des mangas refa et des mangas nuni, là clairement, il faut avoir l'accord du propriétaire avant d'en cueillir. Et puis il y a le manga punda qu'on retrouve vers Vaïbé, vers les hauteurs de Vaïbé. D'ailleurs, il faut attendre que ça tombe par terre pour en ramasser, parce que personne ne peut aller jusque là-haut pour en cueillir. L'arbre est assez imposant pour cette variété-là. Et puis, il y a d'autres variétés, bien évidemment. Mais, qui sont même importées aujourd'hui. On trouve des mangas Diego. Vraiment, il y a même un manga Goat. Je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit. Moi, j'ai rien dit. Ça ressemble à la manga José de La Réunion, mais en plus gros, en fait. Ça, c'est ça le principe du Gozo non plus. Alors pour ceux qui savent pas, ils vont demander ce que c'est. Ils vont demander ce que c'est. Voilà. Moi, je dirais rien du tout. Voilà. Bon, juste comme vous venez de le dire, la mangue, on peut la manger verte avec du sel, avec du piment. On peut la manger mûre et tout. D'ailleurs, en jus et tout. C'est un fruit assez polyvalent dans sa mise en œuvre et dans sa consommation. J'ai des amis thaïlandais, quand ils m'ont vu en manger avec du sel et du piment, on dit on fait pareil chez nous. Donc voilà, on leur a emprunté ça. Allez, on termine cette émission avec le Chinji, le Kabidza. Donc c'est des mots peut-être que certains d'entre vous connaissent, notamment les mamans. Aujourd'hui avec cette magnifique plante, parce que très souvent on passe à côté, mais comme la jeune génération ne la connaît pas, avec ses feuilles, avec ses cheveux et tout. Quand on va au lac Diani, par exemple, on la voit partout. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce fameux taka aussi, c'est le mot en français? Donc c'est le mot en français, le taka, connu en shimaoré comme étant le tindi et en kibushi le kabidza. Donc c'est une plante tubéreuse qui autrefois était couramment utilisée à Mayotte, mais avec la déforestation, la plante a tendance à disparaître. En revanche, c'est une plante qui peut être cultivée, c'est-à-dire vu son utilité
Et ce qu'on peut en faire, certains paysans qui en cultivent et qui font la récolte en saison sèche pour essayer d'extraire la farine qui est contenue dans le fruit du tubercule. L'espèce est originaire de l'Asie du Sud-Est, même si on retrouve des variétés en Afrique. Donc à Mayotte, la répartition de la culture, en tout cas de la présence du taca, on la retrouve en zone agricole et dans les zones de pâturage. C'est ainsi que les zones récemment défrichées peuvent encore aujourd'hui accueillir dans les plantes qui vont pousser de manière naturelle du taca. Donc le cycle végétatif, il est surtout adossé sur les 2 saisons. Donc en saison des pluies, on a la plante qui pousse et qui donne son tubercule. Et puis la récolte se fait en saison sèche, au moment où on a un jaunissement des feuilles de la plante. J'ai eu la chance en fait de voir, même encore aujourd'hui, mes tantes qui cultivent et qui font encore la farine. Et il y a tout un processus et très souvent on me dit que si on ne suit pas le processus, la farine n'est pas bonne. Elle est toxique en fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est une plante qui demande beaucoup d'énergie en réalité. Les phases peuvent sembler assez simples dans l'exécution, mais pour avoir vraiment une farine de qualité, il faut respecter un certain nombre de processus. Déjà, il faut nettoyer et épeler le tubercule. Une fois qu'on a lavé et épelé le tubercule, on va le râper. Ensuite, on va filtrer la pâte qu'on a obtenue de sorte à extraire le jus qui va être recueilli dans un récipient et puis on va laisser reposer pour que la farine se dépose au fond du récipient. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a laissé reposer, on va vider le récipient de son eau pendant un certain nombre de jours, parce que on a à peu près 3-4 jours où on remue, puis on laisse reposer, on renverse l'eau, on refait le même processus pendant 3-4 jours. Ensuite, une fois qu'on goûte la farine qui n'est pas encore sèche, on n'a plus le goût amer. Là, on peut commencer à passer en phase de séchage et on met à sécher la farine au soleil. Et une fois que c'est sec, on peut l'utiliser pour faire soit on peut faire du houbou, soit on peut faire du halwa et on peut faire même comment ça s'appelle vous savez les gâteaux là où les anciens après ils enveloppent avec les feuilles de banane et puis ils posent sur le feu. Bointam. Voilà, le bointam. En tout cas, moi j'ai appris on peut mélanger la farine ordinaire avec la farine du kabiza pour faire les bointam et c'est délicieux. C'est une recette originale que je ne connaissais pas. Je vais rajouter dans les usages de cette farine la fabrication du pain. Et c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale, quand Mayotte a été coupée du monde, c'est-à-dire les approvisionnements en farine n'arrivaient pas, les Européens qui étaient sur place avaient dû trouver une autre manière de fabriquer du pain. Et dans la composition, on a utilisé la farine de kabiza pour fabriquer le pain. Donc là, ça permettait d'avoir du pain le matin pour les Européens qui étaient abonnés à ce régime alimentaire. Alors c'est vraiment dommage que ça vise à disparaître. Ça serait bien quand même de penser à lui redonner ses lettres de noblesse. Oui, il y a quand même des paysans qui tiennent à ce que la plante ne disparaisse pas, surtout que la farine elle est assez nourricière, donc on l'utilise abondamment pendant les mariages pour faire le halwa ou pendant le ramadan pour faire la bouillie de taca. Donc ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de goûter, chercher des personnes qui peuvent avoir un peu de farine de taca et puis essayer
d'en faire quelque chose. Et puis vous verrez que à partir de ce moment-là, vous irez chercher vous-même le taka à la campagne. Alors moi j'aime bien. Il y a souvent on dirait des petites billes à l'intérieur. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. La base, il faut manger ça. Allez, merci beaucoup à vous tous donc de nous avoir suivis. Merci beaucoup Insa Dengizijou pour nous avoir présenté une nouvelle fois toutes ces connaissances. Je pense qu'à partir de là, nous verrons les plantes de Mayotte différemment. Oui, c'est l'objectif aussi de relier les plantes au peuplement de Mayotte. C'est aussi intéressant de savoir que c'est une île qui a connu beaucoup de migrations et que ces migrations-là ont laissé des traces, à la fois dans la culture, mais aussi dans notre approche de la nourriture et du monde, de la faune. On se quitte avec la citation méditée à chaque fin d'émission. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Allez, je vous dis très belle après-midi et puis à la semaine prochaine, Issa. À la semaine prochaine, prenez soin de vous et puis on se retrouvera sur une autre thématique dès samedi prochain.